Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en direct sur TF1 et je voudrais ajouter heureux de vous retrouver enfin pour évoquer la plus incroyable histoire qui m'ait été donnée de rencontrer dans le domaine de l'étrange. Et c'est précisément parce que cette histoire est incroyable qu'avec toute mon équipe, nous travaillons depuis plusieurs mois à en percer le secret. Mais avant de commencer, je voudrais ajouter petite chose, simplement prévenir ceux et celles qui regardent ce soir que certaines des images que vous allez découvrir sont des images impressionnantes, sont parfois difficiles donc à regarder. Et je tiens à prévenir les personnes sensibles qu'elles pourraient être choquées par certaines des séquences que nous allons diffuser ce soir. Mais je voudrais aussi ajouter tout de suite qu'il n'y aura pas d'image gratuite et que nous ne diffuserons ce soir que les moments qui serviront aux experts, aux spécialistes que nous avons réunis sur ce plateau à exprimer leur opinion, à nous éclairer pour nous permettre de nous forger notre opinion. Vous connaissez, je vais vous le redire en quelques mots, l'histoire qui est au début de toute cette aventure. J'ai été mis au courant à la fin de l'hiver dernier, du côté du mois de février, de l'existence d'un film. C'était une rumeur. Ce film, on pouvait, paraît-il, le trouver à Londres. Et d'après la rumeur, un producteur de films anglais aurait acheté ces images à un caméraman, un ancien caméraman de l'armée américaine qui les aurait lui-même tournées en 1947 sur une base secrète des États-Unis. Ce film étant présenté donc comme montrant l'autopsie d'une créature extraterrestre. Alors nous allons tout à l'heure nous poser toutes les questions que suscite un tel sujet, mais je voudrais tout d'abord, en commençant cette émission, que vous vous retrouviez comme moi, que vous ayez la même impression que celle que j'ai eue au mois de mai dernier à Londres lorsque j'ai découvert ces images. Regardez. Ces images posent bien sûr une infinité de questions. Oui ou non, cette créature est-elle un extraterrestre? Ou alors s'agit-il d'un humain mal formé? Ce film a-t-il été tourné en 1947? Sommes-nous devant une supercherie organisée par une bande d'escrocs pour gagner un maximum d'argent? Ou alors, est-il possible que des services secrets, par exemple les services secrets américains, aient décidé, à une période que nous ne connaissons pas, d'intoxiquer les soviétiques pour leur faire croire que l'Amérique possédait désormais une avance technologique décisive? Mais dans ce cas, a-t-on utilisé un vrai cadavre ou alors a-t-on fait fabriquer par des spécialistes un monstre de cinéma? Voilà donc toutes les questions que nous pouvons nous poser, avec une supplémentaire. Faut-il ou non rapprocher cette créature du fameux incident de Roswell dont vous avez certainement entendu parler? On dit aux États-Unis, depuis maintenant un peu plus d'une bonne vingtaine d'années, qu'en 1947, une soucoupe volante serait tombée dans le désert du Nouveau-Mexique, non loin de la ville de Roswell, donc aux États-Unis. Alors devant autant d'incertitudes, il fallait bien sûr questionner les faits, le faire sans passion, sans a priori, et c'est le résultat donc de nos recherches que vous allez découvrir ce soir. Mais tout de suite, je voudrais une première réaction à chaud. J'ai invité Patrick Baudry. Patrick Baudry, vous êtes l'un des deux
premiers extraterrestres français avec Jean-Loup Chrétien. Vous avez fréquenté la banlieue de notre planète et j'imagine qu'on vous pose souvent la question de savoir si vous croyez, non pas aux extraterrestres, mais à la possibilité de vie extraterrestre. À ce moment-là, je vous pose la même question, mais en vous demandant ce que vous pensez des images que vous venez de voir. Eh bien, les images sont extrêmement intéressantes, puisque, que l'on y croit ou non, personnellement, comme a priori, j'ai de ne pas y croire. Mais par contre, je pose aussitôt la réflexion subsidiaire. Cela m'intéresserait bigrement de savoir jusqu'à quel point elles peuvent être vraies. Et si elles ne sont pas vraies, ce que je pense, pourquoi on a proposé, présenté, diffusé ce genre d'images. Mais au-delà de cela, ce qui m'intéresse, mais là profondément, autant comme homme, tout simplement, que comme scientifique, c'est l'existence d'une vie extraterrestre, donc d'une vie ailleurs, d'une intelligence ailleurs. Et ça, c'est une question que toute la communauté scientifique se pose de plus en plus sérieusement et qui nous intéresse tous. Alors, à côté de vous, Didier Van Covelart. Didier Van Covelart, vous êtes romancier, prix Goncourt, vous êtes aussi scénariste, homme de théâtre, et vous êtes un observateur de la société. Je sais que vous avez entendu parler de la même rumeur que moi, et nous sommes parfois croisés sur cette enquête. Pourquoi êtes-vous intéressé par ces images ? D'abord, je suis moins passionné par le surnaturel que par les réactions humaines, logiques, ou rationnel entre guillemets, au phénomène surnaturel. J'adore lorsque la nature reprend ses droits, lorsqu'on s'interroge, lorsqu'on est provoqué, lorsque les certitudes tombent ou se lézardent. Et de toute manière, lorsque, dans le cas présent, il y a visiblement manipulation dans un sens ou dans un autre, que ce soit ou non un trucage, que ce soit... bon, il est arrivé par des moyens tellement étranges qu'il y a une volonté humaine. Et la volonté humaine ne m'intéresse plus que la volonté extraterrestre dans ce cas-là. Pourquoi nous envoie-t-on ces images? Pourquoi sont-elles relayées dans tous ces pays? Et lorsque je suis allé par curiosité au congrès d'ufologie de Sheffield, parce qu'un congrès de spécial des ovnis, c'est assez intéressant, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Après avoir eu successivement un spécialiste soviétique, un ancien numéro 2 ou 3, je ne sais quel état-major qui venait pour vendre des secrets défense avec son petit catalogue d'observations paranormales, un spécialiste italien qui, lui, expliquait comment il avait programmé sur Internet les 600 rencontres du troisième type et 12 000 apparitions sur les 5 dernières années. Donc tout ce qui était un peu folklorique, on nous a balancé en avant-première mondiale ces images, donc l'intégralité du film. Et là, j'étais dans la salle avec le public, et ce qui était très intéressant, c'est qu'on pensait, au bout d'un moment, on ne pensait plus trucage ou pas trucage. On était saisi d'une espèce de compassion que je trouvais très intéressante, parce que je pense que beaucoup de gens comme moi ont été émus par E.T., alors que c'est un trucage de cinéma. Et je trouve qu'il est plus intéressant de susciter ces compassions parce qu'on assiste à l'autopsie d'un être. C'est pas du latex farci de tripes, comme l'ont dit certains avant d'avoir vu le film, à mon avis. Donc, tous ces sentiments mêlés, bizarres et étranges ont fait qu'en sortant de ce congrès cet été, je me suis dit, ça va être formidable, cette enquête qui va démarrer, tout ce qu'on va débusquer dans les attitudes des services spéciaux, information contre information. Et j'étais très, très étonné de voir les réactions en France, ces réactions de refus journalistiques, qui ont confiné souvent à l'hystérie, à l'attaque personnelle de TF1, de Jacques Pradel. Oui, enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Ce soir, on est là pour, au contraire, faire l'enquête et enfin la présenter aux téléspectateurs. Je ne suis pas là pour vous défendre, mais je me sens concerné dans la mesure où il m'arrive d'écrire aussi dans les journaux. Et je suis un peu gêné de voir que beaucoup de personnes ont utilisé des arguments vraiment au ras de la ceinture, au lieu de en disant que c'est ce cassette de circuler pour des raisons alimentaires et autres, alors qu'elle pose un vrai problème je crois, qui est au-delà du petit intérêt commercial qui est lié à cette cassette. Et dans une époque où on nous disait aussi, tout à coup, cet été, qu'il n'y avait plus de mystère Kennedy, finalement, il n'y avait qu'un seul tireur. Il y a eu 6 pages dans les journaux. En même temps, on nous dit, bon, rien n'a existé. Et je trouve que la goguenardise n'est pas la suspicion légitime que je préfère dans le cas d'affaires liées au paranormal. Alors, on verra tout à l'heure si les uns et les autres peuvent avoir changé d'avis. En tout cas, il demeure un fait, c'est que 27 télévisions à travers le monde ont présenté ces images à plusieurs dizaines de millions de spectateurs. Et qu'on le veuille ou non, eh bien, cet événement est devenu un événement mondial. Et je vous propose tout de suite de voir une revue de la presse internationale pour prendre connaissance des réactions justement des journaux dans ces différents pays. Le journal espagnol Cambio a des doutes sur la provenance du film de l'autopsie diffusé par de nombreuses chaînes de télévision étrangères.
Sous le titre « Nouveaux indices sur la visite d'extraterrestres sur notre planète », la Epoca relance le débat sur d'hypothétiques rencontres avec des extraterrestres. Aux États-Unis, le New York Times fait état du rapport détaillé de l'US Air Force sur les débris retrouvés près de Roswell. Pour le journal USA Today, l'affaire est classée. Il s'agissait d'un ballon espion américain. Le Skeptical Inquirer relate le travail de la commission du Congrès chargée de l'enquête sur Roswell. En Italie, El Giorno estime que même 40 ans plus tard, l'autopsie de l'extraterrestre n'a toujours pas levé le voile sur Roswell. Même son de cloche pour le Giornale di Brescia, l'autopsie de l'extraterrestre reste un mystère à part entière. En Allemagne, nos confrères du Berliner Zeitung trouvent que la créature a comme un petit air de terrien. Les ufologues sont menés par le bout du nez, s'insurge le Tagesspiegel. En Russie, la Pravda version 95 s'interroge sur les visiteurs de l'espace et relate en détail le crash de Roswell, alors que les nouvelles de Moscou se demandent s'il s'agit d'un extraterrestre ou d'un mutant, victime de malformations génétiques. Le quotidien Zarubieżom titre sur 2 pages « Si c'est une falsification, c'est un chef-d'œuvre de désinformation ». Le Sunday Times britannique reprend le titre du journal de Roswell de 1947. L'armée prend possession d'une soucoupe volante. Et The Observer constate que le film de l'autopsie déroute bien des scientifiques. Enfin, le Daily Mail se demande s'il s'agit d'un vrai extraterrestre ou d'une escroquerie bien de chez nous. Si les opinions sont diverses et varient selon les pays, une chose est néanmoins certaine, la créature, quelle qu'elle soit, aura eu le mérite de relancer le débat. Alors j'imagine ce débat va s'ouvrir devant vous ce soir, que vous posez aussi beaucoup de questions. Vous pouvez poser vos questions ou nous donner vos réactions au standard SVP qui ouvre à l'instant au 49 99 88 88, précédé du 16 et du 1 si vous êtes en province. Et je vous présente tout de suite donc tous les invités que j'ai réunis sur ce plateau. D'abord, 2 confrères, Bob Kiviat et John Purdy. Bob Kiviat, lui, est mon confrère américain et il a, pour la chaîne Fox TV, réalisé l'émission américaine. John Purdy, titulaire de plusieurs Oscars comme auteur de documentaires, a lui proposé la même émission en Grande-Bretagne sur Channel 4. J'ai également demandé à des médecins d'analyser bien sûr ce document, le docteur Patrick Brown qui est chirurgien, le docteur Jean-Pierre Santoro qui est médecin légiste et qui a pratiqué plus de 5000 autopsies dans sa carrière depuis une bonne quinzaine d'années. À côté de lui, le docteur Josiane Pujol qui est chirurgien dentiste et qui est une spécialiste du crâne et de la face. Et pour savoir si ce film avait pu être tourné en 1947, oui, à côté Martin Monestier qui lui est un spécialiste des monstres, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. En 1940, a-t-on pu donc tourner ces images en 1947? J'ai demandé à un certain nombre de spécialistes du monde du cinéma de venir. Michel Contour, ancien reporter caméraman à 5 colonnes à la une, il est aussi l'un des responsables des archives du film du Centre national du cinéma. Jean Badal, qui est directeur photo et qui est aussi caméraman, qui a travaillé avec les plus grands noms du cinéma français, comme Jacques Tati, Marcel Carnet ou André Cayatte, et qui était, en 1947, reporter caméraman d'actualité. Et puis, à côté de lui, Jean-Pierre Nérac. Lui, c'est un spécialiste du développement des films. Il dirige la société Cinarchive, un laboratoire où l'on restaure les films anciens. Il y aura d'ailleurs ce soir quelqu'un qui n'est pas encore là, que vous découvrirez tout à l'heure, expert mondial en photographie, il s'appelle Bob Shell, il est venu tout spécialement des États-Unis et lui, il a eu la chance que nous n'avons pas eu, nous, c'est-à-dire qu'il a pu analyser 3 images, vous entendez bien, 3 images seulement du document original. Il nous dira s'il peut, sur la foi de ces 3 images, authentifier ou non cette pellicule. Et pour savoir si l'on peut rapprocher donc cette créature de l'incident de Roswell auquel je faisais allusion tout à l'heure, eh bien j'ai demandé à Gilda Bourdet d'être là. Gilda Bourdet est écrivain, il vient de sortir un livre sur l'affaire de Roswell. Enfin, l'un des mérites de toute cette affaire, c'est d'avoir relancé aussi le débat, comme le disait Patrick Baudry, sur la possibilité d'existence des extraterrestres. J'ai donc réuni des scientifiques qui réfléchissent et qui travaillent sur ces questions. Je vous les présente maintenant. Jean-Claude Ribes, qui est astronome, qui est président de la Société astronomique de France. Jacques Paul, qui est astrophysicien à Saclay. Pascal Pic, lui, qui est un spécialiste de l'évolution, paléo-anthropologue. Ils feront donc le point sur leurs recherches et répondront bien sûr à toutes les questions que vous vous posez à propos de l'existence des extraterrestres. Et puis,
à Londres, l'homme par qui, j'allais dire, le scandale est arrivé, en tout cas l'homme par qui le film est arrivé. Il s'appelle Ray Santilli, il est en direct de Londres. Ray, vous nous voyez, vous nous entendez bien? Yes, I can. Oui, oui, tout à fait, je vous entends. Alors, j'ai deux petites questions très rapides pour vous, tout de suite. Première question, pour vous, qui commercialisez ce film et qui l'avez trouvé, dites-vous, aux États-Unis, croyez-vous sincèrement que ce film est authentique? Sincèrement, oui, je crois que le film est authentique et je crois sincèrement que la personne qui me l'a vendu croit aussi que c'est sincèrement. Je n'ai pas de doute du tout. Est-ce que vous pensez que la créature est une créature extraterrestre? Là, je ne sais pas. Malheureusement, je n'y étais pas il y a 50 ans, presque, quand l'incident a eu lieu. Et tout ce que je peux faire, c'est de me fier aux experts qui ont vu le film. Je ne sais pas qui est cette créature. Est-ce un être humain avec un problème génétique ou un extraterrestre? Je n'en sais rien. Très bien, nous essaierons, nous, de notre côté, de répondre bien sûr à ces questions et nous aurons encore beaucoup de choses à vous demander au cours de cette émission. Tout de suite, premier volet de notre enquête. Qui était un des premiers à voir ces images. Qu'en pensez-vous, docteur? Ce document, il apparaît déjà d'emblée que les deux praticiens qui examinent ce corps ne semblent pas être des anatomopathologistes, des spécialistes des autopsies, mais par contre, je pense plus probablement des chirurgiens, probablement des chirurgiens militaires. Et quand vous m'avez montré ce document pour la première fois, d'emblée, au départ, bon, je ne crois pas aux extraterrestres et je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un corps de ce type et je pensais à une manipulation d'emblée. Et en fait, quand on regarde de très près ce corps, on s'aperçoit, comme là, qu'il y a 6 doigts, mais ça, on connaît des malformations humaines qui ont 6 doigts. Et ce n'est pas ces détails-là qui m'ont intrigué, ce sont d'autres éléments plus fins qui semble confirmer qu'on a affaire bel et bien à une véritable autopsie. Là, par exemple, vous avez une plaie très importante de la cuisse où on voit, et si on voulait faire un faux, il aurait fallu faire cette manipulation, on voit le fait de mobiliser un petit peu cette cuisse avec exactement la mobilisation que l'on a devant une véritable fracture osseuse, qui est très difficile à concevoir dans une fabrication artificielle en latex, etc. Donc pour vous, les gestes sont des gestes professionnels? Les gestes sont des gestes professionnels et un certain nombre de petits détails font qu'il faudrait vraiment être très vicieux pour vouloir fabriquer un corps artificiel en latex en mettant ces petits détails qui compliquent les choses. Du style, par exemple, il y avait des espèces de ce que nous appelons, nous, des lividités cadavériques, c'est-à-dire des épanchements de sang sur la partie basse du corps, que l'on ne voit qu'avec difficulté et que l'on voit effectivement sur les cadavres. D'autres petits détails comme l'ouverture du crâne où on voyait le décollement des méninges. Alors ça nous verrons plus tard. Ça nous verrons plus tard. Là, on s'en cantonne, disons, à l'examen externe clinique. Alors, Jean-Pierre Santoro, j'ai rappelé que vous êtes médecin légiste et que vous avez autopsié plus de 5000 corps. Votre sentiment comme ça sur cette partie du film? Mon sentiment sera quand même beaucoup plus nuancé que mon confrère Dr Brown, en ce sens que c'est possible que ce soit des professionnels qui font cette autopsie, mais en tout cas, ce ne sont pas des médecins légistes, parce que s'attachant à l'atmosphère de l'autopsie elle-même, la table n'est pas une table d'autopsie. Il n'y a pas d'écoulement d'eau, il n'y a pas d'arrivée d'eau, et on sent que les trous qui ont été forés ont été faits à la hâte. La table n'a pas été relevée, comme on voit dans une autopsie habituelle. Alors, on va peut-être, je vais vous proposer de poursuivre votre propos en regardant tout de suite des images. C'est un montage que nous avons réalisé de certains moments de cette autopsie, et donc je vous propose de commenter ces images. Voilà, effectivement, on voit que le chirurgien, pour ça comme ça, enfin le dissecteur en tout cas, est en train d'ouvrir l'abdomen de la créature, l'humanoïde, qui est une créature qui est apparemment de sexe féminin et qui, d'après ce que j'ai cru voir, n'a pas de nombril, ce qui est déjà assez étonnant. Alors, on voit ces taches un petit peu sur le corps qui pourraient être évidemment interprétées comme des marques traumatiques, mais que je pense, moi, être plus simplement des taches dues à la putréfaction. Et je m'en expliquerai tout à l'heure aussi pourquoi. Alors là, on voit quelques autres moments d'ablation d'organes. D'organes qui sont tout à fait méconnaissables, je dois dire. On ne voit pas très bien ce que c'est ça. Donc là, vous, en tant que spécialiste, vous ne pouvez pas arriver à... Je ne vois pas du tout ce que c'est là.
À voir ce que c'est. Alors on voit que là, nous avons ralenti volontairement les images. On voit en tout cas que les organes se tiennent à l'intérieur du corps. Ils n'ont pas été jetés, comme on l'a dit, un peu n'importe comment. Donc si c'est une supercherie, elle est très bien faite. Elle est fine, oui. Elle est très fine. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter d'autre sur le corps? Sur le corps, on le voit justement à ce moment-là, je m'étonne que cette tête ne soit pas si facilement mobilisable que ça. Alors qu'on a mobilisé la jambe et les mains, par exemple, le cou est parfaitement rigide. Les gestes des techniciens qui font l'autopsie ne sont pas des gestes de médecin légiste, je le dis, tant dans le maniement du bistouri que surtout dans le maniement de la scie. C'est pas comme ça qu'on manie une scie en médecine légale. Et puis je ne vois pas pourquoi les chirurgiens se protègent, éventuellement parce qu'il pourrait s'agir d'un être infecté et qu'ils prélèvent alors absolument des organes comme ils les ont prélevés en les mettant un peu n'importe où. Alors que là aussi, ça pourrait être une source de renseignement de mettre ces organes, de les prélever correctement. Là, on est en train de retirer le cerveau, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique de cette façon? L'ablation du cerveau se pratique de cette façon et ce cerveau que l'on va voir, qu'on est en train de voir actuellement, me renforce un petit peu sur l'idée que je me faisais que c'est un être qui était un peu putréfié. Parce qu'on va voir ce cerveau un petit peu s'avachir dans une coupelle. Et ce n'est pas ce qu'on voit d'habitude dans une autopsie d'un cadavre qui a été conservé. Voilà, on voit cette masse cérébrale qu'on peut interpréter comme une masse cérébrale, effectivement, hein, mais une photo en noir et blanc, on ne voit pas très bien. Alors évidemment, il est très difficile, je vous pose des questions difficiles bien sûr, mais est-ce que j'interprète bien votre pensée à tous les deux? Vous voyez plutôt un corps qu'une poupée, ou est-ce que vous vous dites quand même, il me faudrait d'autres éléments? J'aurais besoin d'autres éléments. Effectivement, c'est très suggestif. Mais il faudrait d'autres éléments pour le voir, quand même. Docteur Braun, encore un mot? Oui, tout à fait. Je pense aussi qu'il serait très difficile de concevoir une poupée artificielle en latex, etc., de ce type, puis que les images sont tellement mauvaises, et surtout, ce sont les plans qui sont séparés, on ne voit pas d'éléments passant d'un temps opératoire à un autre, et c'est ça qui nous Et c'est ça qui complique évidemment la chose. J'ajoute aussi que beaucoup, enfin vous tous et d'autres médecins qui nous ont demandé de ne pas dire leur nom ce soir, mais qui ont regardé ces images aussi, et que vous connaissez d'ailleurs l'un et l'autre, ont beaucoup insisté en disant c'est quand même dommage que quand on aurait envie que les images soient claires, elles sont floues, et là on est obligé d'arrêter. Alors, il y a aussi un élément que je voudrais montrer aux spectateurs, je ne vais même pas vous demander de le commenter parce que c'est une énigme, c'est une des phases de cette autopsie. Regardez, il s'agit de la tête de la créature et le chirurgien va s'approcher et voilà, retirer une sorte de lentille. Alors est-ce une paupière? Apparemment il n'y a pas de geste pour couper cet organe, si c'en est un. On a émis l'hypothèse que ça pouvait être peut-être une lentille, mais là nous ne pouvons vraiment, c'est vraiment une énigme et on ne peut rien en dire de plus. Alors maintenant, près de vous, Josiane Pujol a également travaillé donc, sur ce document. Nous vous avons fourni des photos, vous les avez mis en informatique parce que ça permet de nettoyer, disons, les contours de la créature. Ça permet de mieux voir peut-être ce qu'on ne verrait pas parce que notre attention serait distraite. Alors on va regarder ce montage. D'abord, il s'agit de la superposition d'un crâne humain sur la face de cette créature et Josiane Pujol va nous expliquer les éléments qu'elle en a retirés. Donc vous avez superposé sur votre ordinateur, voilà, un crâne, on le voit. Voilà, il s'agit d'un crâne humain standard, hein, tout à fait banal, adulte, qui a été superposé donc à une vue de profil de la créature isolée. Bon, il s'avère que ce crâne est superposable pratiquement totalement dans sa partie faciale, y compris la position du conduit auditif externe qui est très nette. Au départ, nous avions tous l'impression que l'oreille était implantée très basse, mais en fait, c'est parce que la partie supérieure et postérieure du crâne sont hyper développées et ça donne en fait une impression d'implantation très basse de l'oreille. En fait, il n'en est rien. Donc c'est soit un vrai crâne, soit, si c'est un faux crâne, il a été fait dans les règles de l'art. Il a été fait dans les règles de l'art, tout à fait. Il se superpose dans la partie inférieure, totalement un crâne humain. Alors il y a un élément, je crois, que vous n'arrivez pas à expliquer du tout, c'est la forme de l'oreille. La forme de l'oreille est... elle ressemble quand même bien à une oreille humaine, mais enfin, elle est pointue en particulier. Et vous n'avez pas elle n'a quand même pas une anatomie tout à fait humaine. Alors on va voir maintenant un autre travail que vous avez réalisé toujours sur la base de photos informatiques. Regardez, là cette fois-ci c'est pour nous donner l'impression, c'est un trucage hein, bien entendu, donc informatique, qui va nous permettre de voir cet être de face. Voilà
la tête va se tourner et on va presque pouvoir en tout cas avoir une idée de... Non, ça je crois qu'on a arrêté un peu tôt quand même parce qu'il y avait derrière justement ce que je m'apprêtais à décrire à la fin de ce document, je pense. Si, de toute façon, Rémi Gramac le retrouvera peut-être tout à l'heure et il me prévient le plus vite possible, on ne peut pas en parler puisqu'on ne l'a pas vu. Très bien. Alors à côté de vous, Martin Monestier, on peut se demander donc si ce corps est un corps et non pas une poupée de latex, mais on se posera cette question tout à l'heure, des effets spéciaux de cinéma. Vous avez publié un livre sur les monstres, on va voir quelques illustrations, on va voir quelques monstres humains que nous avons trouvés dans le livre sur les monstres que vous aviez publié. Quel est votre sentiment et qu'est-ce que avez-vous vu déjà un être humain de ce type? Oui, et je comprends pourquoi le producteur anglais peut jurer sur les saints évangiles que son film est vrai. Je pense, moi, que son film est vrai. Et quand il dit ne pas pouvoir jurer, par contre, que c'est un extraterrestre, mon explication est la suivante. Il s'agit, à mon avis, d'un film qui date de l'époque pour laquelle il est donné, 1947, et qui montre une véritable autopsie d'un phénomène humain. Et il faut savoir qu'en Europe, comme aux États-Unis, il n'y avait pas une ville de plus de 10 000 habitants qui n'avait pas sa baraque de phénomène. Et que le phénomène qu'on voit sur la table d'opération n'est pas un hydrocéphale, comme j'ai lu quelque part, mais un macrocéphale, qui était le phénomène de base, c'est-à-dire la petite attraction des petites baraques foraines. Donc pour vous, c'est tout à fait compatible avec un monstre humain qu'on aurait trouvé quelque part. Et j'ai vu des films d'autopsie de monstres, puisque avec la naissance de l'information du cinéma, il existe beaucoup de films d'autopsie de monstres. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les scientifiques de très très haut niveau achetaient les phénomènes, on va dire, sur pied, pour pouvoir les disséquer devant la presse et pour pouvoir en vendre les conclusions illustrées. Donc, si vous voulez, des films de cette nature, il en existe beaucoup. Et on a à Paris... En tout cas, c'est le premier que je vois. Bon. Oui. Alors, si vous pouvez m'en fournir un pour le mois prochain, je suis écoutez, il en preneur, existe un très célèbre à Paris. C'est la séparation de Radhika Doudika, qui sont les deux plus célèbres siamois de l'histoire. C'est un professeur français qui les a séparés devant la presse internationale, par exemple. Bon, alors les siamois n'étonnent plus personne, sauf quand c'est un siamois comme celui qui passe à l'écran en ce moment. Tochi, mort en 1947. Voilà, celui-là, on l'aurait mis sur une table, il avait l'air d'un extraterrestre. D'accord. Un monstre humain, un mannequin de cinéma, un extraterrestre. Réponse de nos confrères de la télévision américaine dans un instant, puisque ces images sont passées sur la télévision américaine, sur Fox TV. Bob Kiviat, qui est présent ici, nous dira dans un instant quelles sont les conclusions auxquelles il est parvenu. Et puis nous parlerons, puisque nous serons aux États-Unis également, du fameux incident de Roswell, donc avec Gilda Bourdet, cette soucoupe volante qui se serait crashée en 1947 quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique. On va se quitter pour une courte pause, pendant laquelle d'ailleurs vous pouvez nous appeler au standard SVP au 49 99 88 88 ou nous interroger également par Minitel sur 36 15 code TF1. À tout de suite pour la deuxième partie de notre émission. Alors, la suite de notre émission, la deuxième partie de l'Odyssée de l'étrange, entièrement consacrée ce soir à ce film étrange dont nous parlons depuis le début. Et tout de suite, une première réaction de mes confrères américains et anglais. Je vous ai présenté tout à l'heure Bob Kiviat et John Purdy. Alors, Bob, tout d'abord, puisque c'est vous qui aviez tourné l'interview de Stan Winston, nous avons tous eu finalement à peu près les mêmes réflexes professionnels pour essayer de faire parler ces images et d'avoir une opinion. Alors, en quelques mots, à quelle conclusion arrivez-vous, vous, l'équipe américaine? Eh bien, au début de nos recherches, nous avons maintenu une approche très journalistique, très prudente. Nous avons essayé d'identifier l'origine du film, mais aux États-Unis, on s'intéresse beaucoup aux extraterrestres, et on s'était dit que si on avait des preuves sur ce cas-là, ça pouvait vraiment être une percée. Mais malheureusement, on n'a pas été en mesure de valider la réalité du film lui-même. Pas de la vidéo, mais du film lui-même. Il va falloir maintenant voir si les effets spéciaux tels qu'on en dispose aujourd'hui, et si les scientifiques dont vous disposez aujourd'hui vous disent que c'est un gag, et bien c'est un gag exceptionnel. Il faut pour le moment prendre le film lui-même, tester la qualité technique du film et voir ce que l'on fait. Si ça a été fait en 1947, comme il semble dire que ce soit possible, eh bien il faut en tenir compte.
Donc, il faudrait avoir le film pour pouvoir le tester le matériau du film. Malheureusement, on ne l'a pas, on n'a que la vidéo. Donc, on ne peut pas tester ce matériau, cette matière première. C'est un mystère extraordinaire pour les Américains aussi, mais tant qu'on n'a pas, qu'on n'est pas en mesure de dater le film, on n'a pas ce témoignage original. Et puis, il faut identifier aussi le caméraman qui aurait tourné ces images. Alors, bien sûr, tout à l'heure, on posera ces questions à Ray Santilli qui suit l'émission depuis Londres. Pour vous, John Purdy, une première réaction générale sur votre sentiment, les résultats de votre enquête? Très proche de ce que vient de dire Bob, nous avons suivi le même cheminement avec nos propres spécialistes, nos propres experts. Je dois vous dire que dès le début, toute l'équipe était vraiment passionnée par cette affaire. On s'est dit que c'était vraiment quelque chose de remarquable. C'est un événement. Sans pouvoir le cerner avec précision, on pensait que les experts allaient nous le dire rapidement. Et depuis cette date, on s'est un petit peu embrouillé dans un phénomène de miroir. Il y a trop de conjectures sur ce que les gens pensent. Et je suis d'accord avec Bob, il faut vraiment des preuves. Il faut de manière rigoureuse, scientifique, étudier la chose et de voir si nous ne pouvons pas déterminer si c'est un mannequin, si c'est une forme humaine et partant, si c'est extraterrestre ou de cette planète. Donc beaucoup plus de questions que de réponses, si je peux dire, de votre côté. Alors, les questions, on va continuer à s'en poser, nous aussi. Et tout à l'heure, dans toute l'énumération de questions que je posais au début, je disais, faudrait-il rapprocher éventuellement, si nous prenions l'hypothèse extraterrestre comme une hypothèse parmi d'autres? C'en est une, nous allons la considérer maintenant. Mais on pourrait se dire, mais alors, d'où nous est-il tombé du ciel, cet extraterrestre? On pourrait répondre, peut-être, quelque part, dans le désert du Nouveau-Mexique, en 1947, aux États-Unis. C'est la suite de notre enquête. Et analysé à Roswell au Nouveau-Mexique, puis envoyé à Whitefield dans l'Ohio pour être examiné plus en détail. Voilà, le poste est d'époque et le message que vous avez entendu aussi, c'est comme ça qu'un certain nombre de millions d'Américains ont entendu un certain 8 juillet 1947 qu'une soucoupe volante était en possession de l'armée de l'air. Et le journaliste n'avait rien inventé puisque à la base de cette information, il y avait une source. Cette source, c'était la base américaine, militaire de Roswell. C'est là que se tenait le 509e escadron de bombardiers atomiques. C'était la seule escadrille atomique américaine. C'est d'ailleurs cette escadrille qui avait effectué les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Les journaux, bien entendu, se sont emparés de cette nouvelle après les radios et les Américains qui avaient échappé à ce flash à la radio ont lu donc dans leurs journaux qu'effectivement, selon un communiqué, l'armée était en possession d'un disque volant, comme on disait à l'époque. Quelques heures plus tard, il y a eu un contre-communiqué qui est venu démentir le précédent et le commandement général des forces armées expliquait qu'en fait, les spécialistes de la base de Roswell qui s'étaient rendus sur les lieux de ce crash s'étaient trompés et avaient confondu les débris qu'ils avaient trouvés, donc ils avaient cru au départ que c'était une soucoupe volante, avec des débris de ballons météo. Voilà donc tout le début de ce qu'on a appelé l'incident de Roswell. Et puis on n'en a plus parlé jusqu'en 1978, puisqu'on avait une version officielle. 1978, c'est l'année où un certain Major Marcel, qui est un officier de renseignement, qui est l'homme du bureau enquête accident de la base de Roswell, c'est cet homme qui s'était trouvé sur place en juillet 1947 et qui avait donc touché le premier les débris qui se trouvaient sur le ranch d'un certain Mac Brazel. Or, voilà que cet homme qui n'a rien dit jusqu'en 1978 participe, alors qu'il est en retraite, à une émission de télévision. Il retourne sur place, sur les lieux, et là c'est une bombe puisqu'il dit « Ce que j'ai trouvé, c'était les débris d'un vaisseau spatial ». Nous avons retrouvé cette émission de télévision. J'étais stupéfié par ce que je voyais, de trouver tous ces débris parsemés partout. J'ai mis un moment avant de réaliser qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais plus je les examinais, plus je comprenais que je n'avais jamais vu de matériaux pareils de toute ma vie. J'ai essayé de les brûler en vain. J'ai essayé de les briser sans succès. Si cet événement était normal, il n'y avait aucune raison d'étouffer l'affaire. Mais si c'était un véhicule spatial, alors il y avait toutes les raisons de maintenir le secret, et ce, dès le départ. J'ai eu l'impression que l'on essayait d'étouffer l'affaire.
Voilà, le Major Marcel, c'est le premier qui a parlé. Et il faut ajouter qu'entre 1978 et 1995, plus de 350 personnes au total ont témoigné, des témoins directs ou indirects. Ils se sont fait connaître. Pour eux, l'événement de Roswell a bien eu lieu et l'armée a tout fait pour les empêcher de parler. Mais vous allez entendre maintenant le fils de cet homme que vous venez de voir, Jesse Marcel Jr. À l'époque des faits, il avait 12 ans et il confirme que son père lui a montré et lui a fait toucher à l'époque les fameux débris. As it turns out, our house was on the way to the airbase, from the location of the... Il se trouve que notre maison était sur la route entre le lieu du crash et la base. Mon père était tellement fasciné par ces matériaux qu'à 2 heures du matin, il s'est arrêté, il nous a réveillés en nous disant « Voici des morceaux d'une soucoupe volante ». Et nous ne savons pas d'où provient cet engin. Après avoir regardé ces objets, les avoir remis dans leur boîte et portés dans la voiture, il est reparti à la base. Je ne me rappelle pas l'avoir revu pendant 24 ou 48 heures. C'est pendant ce temps-là qu'il a transporté les débris à la base de l'Air Force de Carswell à bord d'un B-29. Là-bas, les matériaux ont été réexaminés par un officier, le général Ramey. C'est là qu'a été prise la photo de mon père montrant des débris qui n'étaient pas les mêmes que ceux vus dans la cuisine cette nuit-là. Il examinait des fragments qui ressemblaient à ceux d'un ballon météo ou d'un réflecteur radar, mais je tiens à souligner que ce ne sont pas ceux que nous avions vus à la maison, donc ils ont été remplacés. Quand il est revenu, il nous a interdit de parler de l'événement. Je n'avais pas le droit d'en parler à mes amis, et d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais parlé de cela à personne. Il nous disait, c'est top secret, n'en parlez pas. Pour vos réactions à SVP, je vous confirme le numéro que je vous ai donné tout à l'heure, 49 99 88 88, précédé du 16 et du 1 auparavant. Il y a une petite erreur tout à l'heure donc dans l'inscription qui est venue sur votre téléviseur, 49 99 88 88, et le Minitel c'est 3615 code TF1. Un autre témoin qui est un témoin indirect mais très important, c'est une femme, elle s'appelle Frankie Rowe, elle était jeune adolescente en 1947, son père était pompier et il lui a raconté à l'époque ce qu'il avait vu sur les lieux du site où il avait été appelé. Mon père m'a dit que ces êtres ne venaient pas de notre monde. Il n'avait jamais rien vu de semblable et il m'a dit qu'il y avait de petites personnes là-bas. Ma mère lui a demandé ce qu'il entendait par de petites personnes et il a répondu que ce n'étaient pas des humains, mais que c'était de petits êtres. Il a dit qu'il y en avait 2 qui étaient déjà morts à son arrivée. Ils avaient été mis dans des housses mortuaires. Je ne sais pas si celui qui était encore vivant était aussi dans une housse ou si quelqu'un essayait de le soigner. En tout cas, il y en avait un qui vivait encore et qui marchait. On montra au père de Frankie et à ses collègues de la brigade les matériaux inconnus dotés de propriétés étonnantes. Frankie était là et se souvient d'en avoir eu entre les mains. Je l'ai pris, cela ne pesait rien, c'était comme si ma main était vide. Je ne le sentais pas contre ma peau, c'était vraiment bizarre. Je l'ai lâché sur la table et c'est devenu comme de l'eau. Ça a coulé. Pour Frankie, les militaires de la base avaient une attitude amicale avec les habitants de Roswell. Elle changea d'avis le jour où l'un d'entre eux n'hésita pas à la menacer pour la faire taire. Il tenait à la main une matraque ou un bâton, enfin quelque chose comme ça, et il l'a frappé contre sa paume. Il ponctuait chaque phrase d'un coup de matraque sur sa main. Et il ne restera plus que tes os, et personne ne saura ce qui était arrivé. Je lui ai donc promis que je n'en parlerai jamais. Il détient peut-être la clé du mystère, s'appelle Frank Kaufman. Il a accepté de témoigner pour la première fois à visage découvert et ce sont nos confrères de Channel 4 et l'émission de John Purdy donc, qui l'ont retrouvé. Frank Kaufman affirme qu'en 1947, il était sergent-chef à la base de Roswell en charge donc du personnel, mais qu'en fait il avait également un autre emploi et qu'il émargeait, disons, un service parallèle, un service secret. Et c'est comme cela que, dit-il, il s'est trouvé sur les lieux et pour la première fois, il affirme dire toute la vérité, rien que la vérité.
C'était tard dans la nuit. On a coupé les fils barbelés des clôtures et on a roulé vers la zone indiquée. Le terrain était très difficile à l'époque. Il n'y avait pas de route y conduisant. On a vu une lumière briller, un peu comme un halo ou un rayon qui fusait. Nous nous sommes avancés jusqu'à 100 ou 200 mètres de l'endroit d'où elle provenait. Nous avons compris tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un avion, ni d'un missile, mais d'une drôle de machine, une machine volante qui s'était écrasée dans l'arroyo. La taille de cet engin était d'environ 6 ou 7 mètres de long. Il était original pour ces débris que pour notre créature. Alors, mon opinion personnelle, justement, c'est que, même si c'est difficile à prouver, j'y crois pas trop, et je crois que s'il y avait du vrai et du faux, il y aurait peut-être un vrai corps, peut-être une histoire inventée, mais en tout cas, certainement des débris qui semblent tellement des débris de science-fiction qu'on a peine vraiment à y croire. Alors, vous suggériez la manipulation éventuelle de services secrets. On a également évoqué la possibilité d'une intoxication des Russes par les Américains. Eh bien, la suite de notre enquête que vous découvrirez après une courte pause nous a précisément amené à Moscou, où on nous a confirmé qu'en 1948, Staline s'était intéressé de très près à Roswell et avait demandé des rapports à ses agents secrets. C'est la suite de l'Odyssée de l'étrange dans quelques instants. Alors l'Odyssée de l'étrange continue avec toujours donc notre standard SVP 49 99 88 88 précédé du 16 et du 1 si vous êtes en province, le Minitel 3615 code TF1. Un petit mot sur les appels qui arrivent en ce moment. Il paraît qu'on me dit que des centaines de personnes appellent pour dire que certaines photos parues dans la presse montrent la blessure de la jambe de la créature de l'autre côté. Mais je pense qu'il s'agit non pas d'une manipulation supplémentaire ou d'une intoxication et tout simplement d'une inversion, je veux dire, de photos. Quelquefois, les photos sont publiées à l'envers et évidemment, la jambe droite devient la jambe gauche. Mais enfin là, il n'y a pas de mystère, si j'ose dire. Il n'y a rien d'étrange dans tout cela. Nous allons reprendre maintenant le cours de notre enquête. Et je vous le disais il y a un instant, nous sommes allés à Moscou. Pourquoi? Eh bien, parce que nous voulions rencontrer Monsieur Valéry Bourdakov. Monsieur Valéry Bourdakov est membre de l'Académie des sciences et il a été l'adjoint, si vous voulez, du von Braun soviétique à l'époque qui s'appelait Monsieur Korolev, le patron du programme spatial soviétique. Et Korolev lui a dit à cet homme que vous allez entendre que Staline l'avait convoqué au Kremlin un beau jour de 1948 pour lui demander son avis sur l'existence des extraterrestres. Et il a donc étudié, Korolev, au Kremlin pendant plusieurs jours, les rapports émanant des espions soviétiques d'un petit peu partout à travers le monde, mais spécialement des États-Unis. 3 jours plus tard, à son grand étonnement, Joseph Vissarionovitch Staline est venu en personne dans la salle où Korolev travaillait. Avec sa pipe et son fort accent géorgien, il a dit « Alors, camarade Korolev, qu'en pensez-vous? Tout cela est bien réel ou non ?» Korolev a donné une réponse en 3 points. Premièrement, des objets non identifiés circulent bien dans notre atmosphère. Deuxièmement, ils ne constituent pas un danger militaire immédiat pour l'URSS. À l'inverse, il faut rester vigilant pour les avions et les fusées, comme le pensent certains spécialistes. Troisièmement, le problème est sérieux. Nous devons continuer les recherches. Quelques années plus tard, Korolev m'a demandé de lui remettre une analyse détaillée sur les ovnis. J'ai donc rendu un rapport à Korolev avec mes observations. Il l'a lu et m'a dit « C'est exactement ce que j'ai dit à Staline en 1948 ». Dans les rapports des espions étudiés par Korolev en 1948, y avait-il des documents sur l'incident de Roswell? Oui, il y en avait. Une partie des documents concernait Roswell. Et ils évoquaient notamment la présence de corps d'extraterrestres
qui auraient trouvé la mort lors du crash. Moi, je pense que toute cette histoire est un coup monté par les militaires américains. À mon avis, il y a eu une panne lors du décollage d'une fusée au Nouveau-Mexique. Il y avait une base de lancement de fusées là-bas, car lorsque von Braun, l'ingénieur allemand, est arrivé aux États-Unis, c'est dans le désert du Nouveau-Mexique qu'on a installé ces bases secrètes. Pour camoufler un accident grave, une panne, les militaires ont inventé l'atterrissage d'un vaisseau spatial interplanétaire. Alors cela dit, ça ne nous dirait rien de spécial sur la nature des pilotes et de ce genre de créatures. Personnellement, on en a, enfin moi j'en ai jamais vu des comme ça. Mais à propos de cette hypothèse d'expérience éventuellement secrète américaine, c'est également l'hypothèse du professeur Albert Jacquard, à qui on a montré ces documents, qui ne pouvait pas être là en direct ce soir, mais qui nous a donné son opinion après avoir regardé attentivement les images. Regardez. Si c'était une poupée, tout irait bien. Mais la supercherie semble difficile. Alors si c'est un cadavre, comment l'expliquer? L'hypothèse de la manipulation génétique est exclue car il faut bien voir qu'en 1947, on n'avait pas encore découvert l'ADN. L'ADN, le support d'information génétique, n'a été découvert qu'en 1953, 6 ans plus tard. Et les manipulations génétiques dont on parle tant, ça n'est venu qu'un quart de siècle plus tard. Alors évidemment, il y a l'autre hypothèse, l'extraterrestre. Personnellement, ça me semble vraiment une hypothèse invraisemblable. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'au fond, cet être-là ressemble trop à un homme. Or, s'il y a eu, et très probablement il y a eu ailleurs dans l'univers, même dans notre galaxie, quelques étoiles qui ont eu des planètes sur lesquelles un événement comme l'apparition de la vie, puis l'évolution, a pu se produire. Mais l'évolution est le résultat de tellement de hasards, tellement de bifurcations, que la probabilité de tomber sur un être aussi proche de l'homme terrien, je crois que c'est pratiquement impossible. Puis l'autre argument, c'est que si par hasard des extraterrestres venaient sur la Terre, la probabilité qu'ils tombent exactement sur une base de l'armée américaine, vraiment, ça serait un miracle. Par conséquent, j'en conclus que finalement, ce qui a pu se produire, s'est produit dans une base américaine, et n'oublions pas qu'en 1947, c'était véritablement la guerre froide, et que les armées soviétiques ou américaines étaient capables de n'importe quel coup tordu. Moi, je pense que c'est un coup tordu commis par l'armée américaine, je ne sais pas comment, probablement en profanant un cadavre. Avec quel but, on ne le voit vraiment pas. Peut-être pour intoxiquer les services secrets d'en face, mais au fond, la véritable solution de l'énigme, elle est dans les papiers de l'armée américaine. Alors la question que je me suis posée à ce propos, c'est de savoir si des services secrets auraient pu imaginer une chose pareille. Est-ce que, en tout cas, les présidents des États-Unis successifs auraient pu ne pas être informés de cela? Et cette question, je l'ai posée à Pierre Salinger, ancien porte-parole de la Maison-Blanche, ancien porte-parole de John Kennedy, et je lui ai demandé donc si, à son avis, des services secrets pouvaient réellement cacher des informations très importantes au président des États-Unis. Écoutez sa réponse. Moi, je pense qu'il y a eu des choses qui sont passées dans les derniers 50 ans qui ont été cachées du président. Je vais vous donner un exemple. Quand Eisenhower était président, presque la fin de sa carrière, ils avaient décidé d'essayer d'assassiner Castro. Et le CIA avait rencontré les gens du mafia pour leur donner des histoires et comment ils devraient le faire. Et actuellement, l'homme qui avait rencontré la mafia, c'est quelqu'un que je connaissais qui m'a donné toute l'information. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans l'administration Kennedy, j'ai appris plus tard, mais pas pendant l'administration, que Kennedy on n'avait jamais dit à Kennedy du CIA qu'il continuait à essayer d'assassiner Castro pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Dernière question, vous avez été un journaliste important aux États-Unis, vous avez été patron également de presse. Si vous étiez patron de presse en ce moment, est-ce que vous pensez que ce film est un sujet de reportage intéressant, ou est-ce que vous pensez que ce sont des sujets qu'il ne faut même pas creuser? Non, je trouve que c'est encore intéressant de regarder à quelque chose qui est caché. Même si après 50 ans que c'est arrivé, il faut regarder à l'histoire. Et nous sommes maintenant dans une génération de gens qui ne comprennent pas l'histoire. Et évidemment, s'il y a une vérité qui sortirait un jour dans ça aurait un effet sur le public de savoir que peut-être il y a des autres choses dans le gouvernement qui sont aussi cachées et qui devraient être étudiées par le média. Non, je pense que c'est une bonne idée.
Alors justement, nous avons continué notre enquête et nous allons passer maintenant à un volet de notre enquête toujours sous-tendu par cette question de départ, supercherie ou réalité. On peut se poser cette question à propos du corps, à propos des comédiens ou des médecins qui ont participé à l'opération. On peut également se poser la question à propos du film, du fait de savoir si ce film date bien de 1947 et du fait de comprendre aussi pourquoi ces images semblent peut-être tellement malhabiles. Alors, notre enquête, là, de ce côté, nous a amené à nouveau aux États-Unis. Nous avons rencontré là-bas un ancien caméraman américain qui a précisément travaillé non seulement pour les services secrets, mais aussi pour un grand nombre d'opérations, notamment dirigées par le Pentagone. Et il a notamment, cet homme, filmé des autopsies pendant la Deuxième Guerre mondiale et en particulier à Hiroshima et Nagasaki. Voici ce que nous a déclaré M. McGovern. Photographier ou filmer des opérations médicales ou une autopsie demande une formation spéciale. Pour ce genre de tournage, on mettrait une caméra sur un trépied et une autre au-dessus, braquée sur le travail des chirurgiens ou des médecins légistes. Ainsi, tout serait contrôlé. Aucun mouvement de va-et-vient ne serait autorisé. Comme on dit, il ne s'agit pas de peindre une palissade avec sa caméra. Les caméramans militaires devaient identifier chaque pellicule en filmant l'étiquette sur laquelle figurait leur nom, le lieu de tournage et le numéro de la bobine. Et cela pour chaque bobine. Il est pratiquement impossible pour un caméraman de l'armée de tourner un film, de le développer lui-même et de le garder. C'est passible de la cour martiale et c'est une violation des règles de sécurité. Quand on travaille sur une opération top secret, tout est contrôlé. Chaque bobine provenant des stocks est numérotée. Et on sait, en fonction de leur longueur, combien d'images il y aura par bobine. Et quand elles sortent du développement, les images sont comptées. Il est donc impossible que quelqu'un puisse détourner ne serait-ce qu'une image d'un document classé secret. Les boîtes que vous me montrez ne m'inspirent pas confiance, car il semble qu'il y ait eu une volonté délibérée de cacher les informations importantes. Par exemple, sur ces boîtes, les numéros de série ont été dissimulés. Ces numéros permettraient de déterminer quand les bobines ont été fabriquées et à qui elles ont été vendues. Sur les étiquettes des bobines, vous ne mettez jamais « process internally », développement en interne. Il semble que ce soit un montage. Ce qui me gêne particulièrement, c'est l'étiquette sur laquelle est inscrit « filtre 85 ». Ce type de filtre n'était jamais employé pour le noir et blanc, mais uniquement pour la pellicule couleur. Mon opinion est que toute cette histoire est fausse. Elle est aussi fausse qu'un billet de $3. Alors on pourrait ajouter, ou qu'un billet d'une livre ou de 10 livres, j'ai envie de poser la question à Ray Santilli. Vous avez suivi donc ce que vient de dire McGovern. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, Ray? Bien sûr, j'ai suivi, mais je ne suis pas un expert en la matière. Je ne sais pas comment les militaires fonctionnaient, je ne sais pas à quelle unité il appartenait, mais le caméraman était authentique. Il travaillait pour une entité spéciale dans les forces armées. Peut-être que la procédure était différente là-bas, je ne sais pas. Mais je ne suis pas un expert en la matière, je ne suis pas caméraman moi-même. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez avoir été abusé? C'est peut-être possible, mais j'ai quand même un avis concernant la personne qui a tourné le film. Je l'ai rencontré, j'ai rencontré sa femme, j'ai vu comment il vit. C'est quelqu'un d'authentique et c'est lui qui a tourné ce film, j'en suis convaincu. Mais évidemment, il y a toujours la possibilité que c'est une supercherie très fine. C'est possible, mais je ne pense pas. Alors, j'ai demandé à mes confrères américains et anglais s'ils ont des questions à vous poser à ce propos.
Qui veut commencer? Bob? Bob ou John? Ray, good evening. Hello, John. Ray, bonsoir. Ray, I've asked you 1,000 Je vous ai posé 1000 questions concernant l'origine de ce film, la nature du caméraman. Alors, je voudrais vous poser une question qui me paraît assez importante. Ce que nous voyons en regardant la bande vidéo, nous n'avons aucun moyen de savoir que ça a trouvé son origine en tant que film, soit en 1947 ou quelque année que ce soit. Pouvez-vous nous assurer en public que vous savez, que vous avez vu le film et que vous savez que ce que nous voyons sur bande vidéo a été transféré sur la bande à partir du film? D'accord, oui, à 100%. Aucun doute, ces images qui sont tellement controversées maintenant ont de la pellicule comme source, comme origine. Je l'ai vu moi-même et je suis étonné, vous l'avez dit plus tôt vous-même, je suis étonné que les experts qui ont analysé le film n'ont pas pu le vérifier à partir de leur analyse de cette vidéo originale qui a été distribuée. Mais l'origine, c'est une pellicule. Une question subsidiaire. La question à 1000 francs. Pouvez-vous nous expliquer succinctement pourquoi vous n'êtes pas en mesure de donner à Bob ou à moi-même un clip du film d'origine pour analyse? Bon, nous avons eu cette conversation maintes fois déjà. J'ai donné tout ce que j'ai pu donner. J'ai donné quelques images à différents médias. Vous n'êtes pas satisfait à cause des images qui se trouvent là-dessus, mais je ne contrôle pas la situation à 100%. Il y a d'autres acteurs, d'autres intervenants, donc c'est difficile. Il sera peut-être possible de distribuer un peu plus tard. Mais pour l'instant, je fais tout ce que je peux et malheureusement, je ne peux rien donner de plus à l'heure actuelle. Mais je suis très déçu que les experts ne peuvent pas répondre à plus de questions. Très bien, alors on reviendra à d'autres questions à Ray Santilli tout à l'heure, parce que d'abord nous avons ici Bob Shell, je vous l'ai dit au début de l'émission, qui a eu très peu d'images et qui va nous en parler, mais tout d'abord, je vous ai dit, j'ai réuni des spécialistes français. Alors d'abord, j'ai ici cette caméra, cette caméra que je vous montre, que vous découvrez avec moi. Jean Badal, c'est une caméra qui est certainement très proche de celle qui aurait servi à tourner ce film, s'il y a bien un film au début de notre histoire. J'ai dit que vous étiez caméraman d'actualité en 1947, alors j'ai en fait une question à vous poser. Est-ce que vous auriez tourné comme l'homme qui est censé avoir tourné ces images? J'aurais tourné avec grand plaisir un film, mais je ne pense pas que c'était tourné par un caméraman. Parce que je crois que je connais beaucoup de caméramans de l'armée américaine, de l'armée rouge, de l'armée française. J'ai tourné moi-même. Et un caméraman, il a deux grandes capacités. D'abord, il a des yeux, il voit des choses qu'il y a devant lui. Et deuxièmement, il a des mains, il sait utiliser une caméra. Il sait utiliser un pellicule. Si quelqu'un sait charger une pellicule dans cette caméra, dans ce cas-là, il sait faire la mise au point et son caméra ne doit pas bouger. Le trépied, c'est très important, mais très souvent, des caméramans, nous travaillons à la main et notre caméra ne bouge jamais. J'ai photographié M. Kennedy dans sa voiture, je n'avais pas de trépied, ma caméra ne bougeait pas. D'accord. Alors, vous pensez-vous que sur ces images, c'est un amateur ou c'est quelqu'un qui fait comme si c'était un amateur ou comme si c'était une situation tellement exceptionnelle que... Certainement, ce n'est pas quelqu'un d'un caméraman parce que point de vue de mise au point de film n'est pas bien fait. Tous les mouvements, pour moi, sont faux, de temps en temps, sautent. Et le contraste de pellicule noir et blanc, n'oublions pas que le pellicule noir et blanc, 1947, c'est 100 ans déjà, le cinéma 50 ans.
On a tourné des films à 1930, monsieur Carrier. D'accord, mais on n'a pas le temps d'entrer dans l'histoire du cinéma, mais s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup d'intervenants. La pellicule, c'était une qualité où on voyait la différence de contraste. D'accord, donc là vous dites c'est vraiment mal fait, un peu intentionnellement à votre avis. Oui, parce que moi je veux dire que j'ai filmé beaucoup d'opérations en noir et blanc, 47, et on voit la différence entre l'aorte et la veine. C'est très peu de choses. D'accord. Dans cette image, malheureusement, je regrette que j'ai vu que l'image vidéo. Si je pourrais voir 2 mètres de film... Ça, c'est notre souhait à tout le monde. Hein, et j'aimerais bien parler avec le caméraman. Oui, juste une question. Maintenant, je vais poser à Michel Contour. J'ai dit que vous avez été aussi caméraman d'actualité. Bon, si on vous amène un extraterrestre là, sur une table, vous le filmez avec le même sang-froid que n'importe quel événement d'actualité? Absolument, oui. Oh, oui, absolument. Il faut toujours rester maître de la situation. Bon, alors la question que je vous pose, c'est... Vous n'ayez pas vu de bout de cette pellicule, pensez-vous qu'il puisse être possible qu'il y ait, au départ de ce document, un film? Alors, lorsque j'ai vu donc la vidéo, j'ai chronométré certains défauts qu'il est facile de remarquer dans la bande. Alors, on va les voir d'ailleurs en même temps que vous parlez. Alors donc, ces défauts, ce sont des passages de pellicule voilés qui correspondent à des fins de bobine ou à des débuts de bobine, c'est-à-dire au début et à la fin du chargeur de la caméra, et le temps entre ces deux défauts est de 3 minutes environ. Et là, l'illustration, on voit plutôt comment il a du mal à se positionner. Voilà. Bon, mais les blancs, ces blancs reviennent toutes les 3 minutes environ. D'accord. Et 3 minutes égale 30 mètres, ce qui correspond à un chargeur de la caméra. Et d'autre part, j'ai chronométré la longueur des plans tournés, donc ce qui afin de contrôler que c'était bien une caméra à ressort et donc pas une caméra à moteur électrique. D'accord, là on voit par exemple l'image s'abîme là. Voilà, donc ça c'est des parties voilées de la pellicule, en début ou en fin de bobine, lorsque l'opérateur enlève la bobine et la remet dans la caméra. Et puis d'autre part, il y a la longueur des séquences on peut identifier, donc un ressort d'une bonne caméra dépasse rarement les 30 secondes. Et là, effectivement, il n'y a aucun plan qui dépasse 30 secondes dans le film. Donc ça irait dans ce sens-là, à moins qu'on ait voulu tellement bien faire. Je pense, à moins d'une supercherie bien montée, que à l'origine, c'est bien un film. Très bien. Bon, et par contre, on peut identifier une pellicule par le codage qui est apposé par le fabricant. Ça, c'est la grande question. Et encore une fois, si on avait un morceau de pellicule, ce serait très facile de l'identifier. On en parle dans un instant, mais avant, je voudrais l'avis de Jean-Pierre Nérac. Donc, pour vous, vidéo, film? Au risque de déplaire à M. Ray Santilli, je suis désolé, mais il n'y a pas un expert au monde qui peut dire, à partir de l'élément dont on a disposé, c'est-à-dire d'une cassette vidéo, il n'y a pas un expert qui peut dire que c'est un film à l'origine. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un film, comme ça peut être une gigantesque supercherie vidéo. On sait faire des trucages beaucoup plus compliqués que ce qu'on a vu là. Donc, je répète moi aussi, mais je crois que vos confrères anglais sont du même avis, faute d'avoir le document film. Et ce qui est étonnant, c'est que M. Santilli ne veuille pas, au moins, qu'on nous laisse examiner ce document. On ne lui demande pas des fragments, on comprend bien qu'il ne veuille pas couper le film. Mais qu'il au moins regarder Et là, on lui posera cette question tout à l'heure. Tout de suite, je voudrais accueillir donc un homme qui va venir me rejoindre maintenant et qui s'appelle Bob Shell, qui est de l'autre côté donc de cet œil. Et Bob Shell est expert photographique mondialement connu. Il a écrit de très nombreux ouvrages sur les pellicules photographiques. Et vous avez, je crois, en main, bonsoir. Bonsoir Bob. Vous avez en main, voilà, ceci que nous avons photographié avant donc l'émission que vous allez voir peut-être sur votre écran, puisque Rémi Gramac va vous le montrer. Ce sont les 3 petites images, donc les 3 seules petites images que vous ayez eues. Alors s'il vous plaît, Bob Shell, pouvez-vous nous dire quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivé en tant qu'expert? Eh bien, ce morceau de pellicule n'a pas été fait après 1957. C'est une base, un matériau qui, à partir de cette date, on a utilisé du plastique. Donc le codage montre un carré et un triangle. Donc le film à ce moment-là ne pourrait, si on avait un tel codage, le film n'aurait pu être fait qu'en 47. Mais je n'ai pas ce codage-là, donc je ne sais pas. Mais, donc curieusement, vous avez très peu d'images, mais vous n'avez pas le codage qui vous permet d'être sûr à 100%.
Non, avec ces trois images, je ne peux pas vous donner une réponse à 100%. Il faudrait une bande de pellicule plus longue pour avoir le codage. Et est-ce que vous êtes certain que ces trois images font bien partie du film que nous avons vu, en tout cas qui est reporté sur vidéo? Ces trois images apparaissent au début de la vidéo, avant la véritable autopsie, avant que la caméra se relève pour présenter la créature. On voit ces trois images. Mais là, évidemment, on ne peut pas vérifier, simplement en regardant la vidéo, s'il s'agit bien d'un film continu d'une seule et même pellicule. Donc vous êtes, comme tout le monde, vous êtes également preneur auprès de Ray Santilli de tout morceau de pellicule supplémentaire. Monsieur Santilli, voilà, il est là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre également à Bob Shell? En fait, la réponse est la même qu'à la question de John Purley. Mais pour revenir à ce qui a été dit par le caméraman militaire, il avait dit qu'il aurait filmé d'une autre façon. Il ne faut pas oublier que le caméraman portait les mêmes habits ou le même type d'habits que les chirurgiens. Donc ses mouvements étaient quand même restreints. Mais en ce qui concerne la pellicule, j'ai donné tout ce que je peux pour l'instant. Très bien. Alors, je vous propose d'aller vous asseoir avec vos confrères du cinéma français qui vont être très intéressés, allez-y, qui vont être très intéressés à découvrir ce film ici, voilà, par ici. Alors, je voudrais maintenant m'adresser à nouveau à Ray Santilli. Pouvez-vous me rappeler, Ray, rapidement, dans quelles conditions vous avez acquis le film que nous voyons? Je crois que c'était au cours d'un voyage aux États-Unis. Exact. Il y a à peu près 3 ans, c'était en 92, je suis allé au Cleveland, dans le Ohio. Apparemment, il y avait la possibilité d'acquérir des images d'ensemble musical. Je suis allé avec un directeur de Polygram pour rencontrer un disc jockey qui travaillait dans cette région et il nous avait dit qu'il pouvait éventuellement nous vendre des images d'Elvis Presley. Finalement, on n'a pas pu acheter quoi que ce soit, mais étant dans la région, on a dit à droite et à gauche qu'on voulait acheter quelque chose d'intéressant et le caméraman en question a pris contact avec nous à l'hôtel où nous étions. Il avait travaillé comme caméraman freelance dans les années 50. Il avait tourné quelques stars du rock'n'roll à l'époque. Oui, notamment Elvis Presley, Pat Boone, Bill Haley. Il avait plus de 80 ans. C'était un monsieur très bien, on était tout à fait satisfait de l'authenticité de sa profession et suite à l'acquisition de ces images musicales, quand il nous avait dit qu'il avait quelque chose concernant ses autopsies, je suis allé chez lui. D'accord. Mais donc vous m'aviez parlé la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai donc d'ailleurs conservé ces enregistrements, mais comme vous êtes là en direct, nous n'avons pas passé l'enregistrement. Vous m'aviez parlé d'un concert en 1955 qui réunissait Pat Boone, Bill Haley et Elvis Presley. C'était la première apparition publique d'Elvis Presley en 1955 dans une high school, dans une université, vous confirmez? Alors, nous sommes allés... C'est pas tout à fait ça, en fait. Nous avons pris l'avion aux États-Unis pour acheter ces images d'un projet qui s'appelait Pied Piper of Cleveland. C'était effectivement Pat Boone, Elvis Presley. On n'a pas pu acheter ces images, mais étant sur place, nous avons rencontré un caméraman qui avait tourné des images d'Elvis Presley et en fait cela on l'avait acheté pour faire un documentaire. Et c'est le même caméraman qui nous a vendu les images de Roswell. Très bien. Alors, je vais être obligé de vous contredire légèrement parce que nous sommes allés aux États-Unis, nous avons rencontré le disc jockey auquel vous faites allusion, qui s'appelle Bill Randle. Il est avocat aussi et ancien disc jockey. Oui, tout à fait. Animateur de radio, c'est bien lui, voilà. Et il a coproduit ce film auquel vous venez de faire allusion avec Universal donc Pictures.
Pictures, et ce film donc qui présentait Elvis Presley, Bill Haley, Pat Boone lors de concerts donc dans les lycées de Cleveland, dans l'Ohio, en 1955. Et il a donc très bien connu le caméraman qui a filmé ces images, et la suite de l'histoire, il va nous la raconter. En 1992, le 4 juillet pour être exact, j'ai rencontré Ray Santilli de Merlin Productions. Et il y avait aussi Gary Schofield de Polygram. C'était au club de l'université de Cleveland. La seule chose que j'ai vendue à Ray Santilli, qu'il a ensuite cédé à Gary Schofield, ce sont les bobines d'un film intitulé The Pied Piper of Cleveland, tourné en octobre 1955 à Cleveland et provenant des archives d'Universal News. Et je leur ai seulement vendu une option leur donnant un droit d'achat sur ce film. Jack Barnett, c'est le nom du caméraman qui est venu à Cleveland 4 jours pour tourner ce film. Qui est devenu Jack Barnett? Jack Barnett est mort. Quand? Il y a des années de cela. Donc, il ne peut pas être celui qui se présente au téléphone comme étant le caméraman qui a filmé un extraterrestre. Jack Barnett parlant à quelqu'un aujourd'hui, ce serait l'événement le plus important depuis le procès de O.J. Simpson. Il parlerait outre-tombe. Voilà. Et Jack Barnett, j'ajoute pour les téléspectateurs français, avant de donner la réponse à Ray Santilli, s'est présenté sous ce nom en téléphonant à un certain nombre de personnes, notamment Philippe Mantel, qui est un spécialiste d'OVNI en Grande-Bretagne. Est-ce que vous avez eu également un Jack Barnett, l'un ou l'autre, au téléphone? Vous, Bob? Oui. Oui, lorsque j'ai rencontré Ray pour la première fois, j'étais journaliste à la télévision et j'avais dit à Ray que s'il existait un tel caméraman, eh bien, on pourrait peut-être parvenir à le contacter nous-mêmes. Eh bien, Ray a fait en sorte que ce caméraman nous appelle. Et il nous a appelés juste avant de passer à l'antenne. Et malheureusement, je n'ai pas été en mesure de lui parler directement. Et il a pu parler simplement à un de mes assistants. Et moi, j'ai demandé à mon assistant de demander à ce caméraman de nous rappeler par la suite. Et maintenant, ce que je voudrais demander à Ray, si c'est possible, c'est de penser au journalisme pendant une seconde et de se dire qu'il y a bien quelqu'un qui va essayer de remonter cette histoire et il serait vraisemblablement préférable de nous en faire part un peu plus maintenant plutôt que plus tard on découvre autre chose. Parce que je crois que Ray est quelqu'un de très intègre et je voudrais qu'il réfléchisse à cela. Parce que finalement, un jour ou l'autre, on va retrouver la réalité des faits. Oui, votre réponse alors, Ray? Tout d'abord, je suis ravi que vous avez trouvé Bill Randle parce qu'il confirme une partie très importante de mon histoire. Mais ce n'est pas en fait de lui que j'ai acheté quoi que ce soit. J'avais acheté une option. Et c'est en cherchant ce morceau de pellicule qui concernait Universal, effectivement, que nous avions rencontré le caméraman qui nous avait contacté. Il n'a rien à voir avec Bill Randle, mais c'est grâce à Bill Randle que nous l'avons rencontré. Donc pour vous, vous nous dites ce soir qu'il est toujours vivant. Mes chapeaux à TF1 pour une bonne recherche. Ouais, d'accord. Ah bah, écoutez, le caméraman est en vie. Oui, il est en vie, donc vous confirmez qu'il est en vie et qu'il existe. Absolument, oui, oui. Et pourquoi ne donnez-vous pas plus de films, de pellicules d'époque? On vous a posé la question tout à l'heure. Et de ce côté-là, nous nous sommes posé dans notre équipe une question toute bête. Nous nous sommes dit, Ray Santilli est effectivement quelqu'un de charmant et de tout à fait ouvert et qui veut toujours nous aider, mais qui nous dit de temps en temps, bah, je ne peux pas faire plus que ce que je peux faire. Alors on s'est dit, s'il ne nous donne pas de pellicule, c'est certainement parce que peut-être il ne peut pas nous donner de la pellicule. Et nous avons donc cherché qui pouvait posséder cette pellicule.
Et vous savez que depuis le début de l'histoire, on parle d'un certain Volker Spielberg, qui est donc à la fois une de vos relations et quelqu'un qui vous a aidé, vous l'avez dit dans plusieurs interviews, à acquérir ce document aux États-Unis, car ce caméraman, s'il existe en tout cas, a vendu assez cher ces images. Et donc le résultat de notre enquête, que vous allez découvrir maintenant avec nous, tendrait à prouver que M. Spielberg possède effectivement les originaux du film dont nous voyons la copie vidéo, sachant qu'il travaillait dans une société qui fait de la vidéo à Hambourg. Nous nous sommes rendus sur place. Et voici la suite de notre enquête. En Allemagne, à Hambourg, à l'adresse de la société de Volker Spielberg, une société spécialisée dans la vidéo musicale, toute activité a cessé. Ses anciens collaborateurs et ses voisins ne savent absolument pas où il se trouve actuellement et affirment qu'il a quitté Hambourg du jour au lendemain. Volker Spielberg a été localisé dans un autre pays d'Europe et nous avons pu le joindre au téléphone. I want to be left alone. I'm a collector. I want to be out. And I want to have no contact with nobody regarding this matter because this is my personal thing. Volker Spielberg nous a confirmé qu'il possédait bel et bien les bobines originales de la soi-disant autopsie de l'extraterrestre. Il a aussi affirmé avoir en sa possession d'autres bobines d'un film inédit montrant une seconde autopsie. Quand nous lui avons demandé de nous confier quelques images des pellicules afin de les analyser, Volker Spielberg nous a répondu qu'il en parlerait avec Ray Santilli. À ce jour, nous n'avons toujours pas pu obtenir une seule image. Enfin, nous lui avons dit que si le film était vrai comme il l'affirmait, il appartenait certainement à l'humanité tout entière. Il nous répondit qu'il n'était pas sensible à cet argument. Il a rajouté qu'il ne voulait absolument rien avoir à faire avec les journalistes. Voilà, alors Ray, j'ai la question, c'est vous déclenchez des questions fondamentales dans le monde entier, vous attirez l'attention de tout le monde sur un événement considérable, et puis vous ne donnez pas les moyens ni aux journalistes ni aux autres d'authentifier le document que vous avez. Alors ma question, c'est combien de temps allez-vous pouvoir rester sur cette position? Vous savez, ce dernier extrait que nous avons vu justifie mon approche et justifie la façon dont je mène cette campagne. J'avais un accord avec TF1 et avec Jacques Pradel que certains aspects de cette histoire resteraient confidentiels. Je suis très déçu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous aviez promis que ces choses-là, certaines choses ne seraient pas dévoilées, et jusqu'au moment où ce n'est pas mûr pour tout dévoiler, nous n'allons pas le faire. Oui, mais nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous sommes redevables devant le public de lui proposer des histoires crédibles. Et si nous avons donc mené notre enquête directement sur le terrain, c'est parce que cela faisait des semaines que nous vous demandions d'entrer en contact avec M. Spielberg et que votre réponse était toujours la même. Demain, peut-être, je vais voir, il n'est pas là, il va rappeler, etc. Or, nous avons une émission, c'est ce soir. Et donc, nous avions besoin d'un certain nombre de réponses. Et j'ajouterai, si vous me le permettez, en m'excusant auprès de vous de mon indélicatesse, mais d'après l'enquête que nous avons menée, M. Spielberg n'est pas un collectionneur de films. M. Spielberg n'est pas l'homme qu'il dit être, et je ne sais pas ce qui l'anime exactement, ni pour quelle raison il tient à ne pas divulguer ces documents. La question que vous ne pourrez pas nous empêcher de nous poser un jour, c'est: y a-t-il seulement un film? Vous savez, certains aspects ont toujours été difficiles. D'abord, l'identité du caméraman, la nature de l'acquisition et le collectionneur privé qui avait acquis le film, c'était aussi quelque chose de difficile. Et de délicat. Je sais que j'ai donné tout ce que je peux maintenant. Il n'y a rien d'autre à révéler au public à l'heure actuelle. Mais alors comment juste une question, excusez-moi de vous interrompre, mais une question. Moi je ne comprends pas une chose.
pourquoi est-ce que, même si ce n'est pas vous qui avez la décision, pourquoi les personnes qui possèdent cet original ne donnent pas les moyens d'authentifier la pellicule, puisque vous savez très bien qu'une authentification de la pellicule multiplierait le prix, puisque vous avez parlé vous-même d'une campagne et d'une opération commerciale, le prix de votre document serait multiplié par 100, par 1000, par 10 000. Il n'aurait plus de prix si on était sûr que ce document était authentique. Alors, comment pouvez-vous rester sur cette position? Comment pouvez-vous nous faire croire que vous ne voulez pas qu'on authentifie votre film si ça n'est pas une escroquerie? Vous savez, tout ce que je peux dire, c'est que vous devez juger ce qui est disponible, vous devez l'évaluer en tant que tel. Je ne suis pas en mesure de vous proposer autre chose. Si vous pensez que c'est une supercherie, tant pis, ils peuvent le croire. Le film est authentique. Si quelqu'un veut démontrer que c'est une supercherie, ils vont essayer de le faire, mais on ne peut rien proposer pour l'instant. Mais en ce qui concerne cet aspect commercial, je suis d'accord avec vous, mais je suis entre les mains d'autres personnes. C'est toi qui décides. John Purdy. Ray a fait de son mieux pour me présenter en personne au caméraman. Il s'est donné beaucoup de mal et c'est à ce moment-là que je suis devenu conscient qu'il n'en avait pas la possibilité. Il ne pouvait pas simplement agiter une baguette magique et dire au caméraman « je voudrais rencontrer cette personne ». En fait, je n'ai pas rencontré le caméraman, mais je pense que Ray s'est donné beaucoup de mal. Et nous sommes rendus tous les deux aux États-Unis. Quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui affirmait être le caméraman. Cette personne s'est entretenue avec moi pendant 3 minutes au téléphone. L'homme insultait Ray beaucoup en indiquant qu'il n'était pas ami et pensait que Ray l'avait trahi dans l'accord qu'ils avaient conclu en divulguant autant au public sur son passé. Je ne sais pas ce que faisait le caméraman, je ne sais pas, à ce jour, je n'ai pas les moyens de savoir si c'était véritablement le caméraman qui m'a parlé ou s'il ne s'agissait pas d'une supercherie à laquelle participait Ray. Je ne pense pas que ce soit le cas, je ne pense pas qu'il se serait donné autant de mal sans résultat, simplement pour faire cela, pour cette supercherie. Je voudrais me poser la question suivante à Ray. Pourrait-il, une dernière fois, faire en sorte que je rencontre ce caméraman? Ma réponse à cette question est la suivante. Je suis prêt à coopérer avec les autres. Je suis prêt à faire tout ce que je peux faire à condition de bien contrôler la situation et de ne pas faire du tort aux autres. C'est ça qui me préoccupe énormément. Oui, mais enfin, vous dites que vous êtes surtout un intermédiaire, en fait. Délicat. Vous dites que vous êtes un intermédiaire, et d'après nos informations, on s'apprêterait à commercialiser une deuxième autopsie, et là, je crois qu'à ce moment-là, il n'y aura plus aucune crédibilité à cette affaire, et je crois qu'on travaillait tous dans le même sens, en fait. Alors, on ne va pas pouvoir continuer, là, tout de suite, cette conversation, parce que je suis également redevable du temps, et j'ai une émission qui suit, et j'ai d'autres invités scientifiques à qui j'ai demandé de venir nous rejoindre pour parler des possibilités de vie extraterrestre, et je souhaiterais que cette partie de l'émission puisse se faire également. Donc je vous propose, Ray Santilli, encore un peu de patience. Une pause publicitaire. Nous nous retrouvons ensuite pour la dernière partie de notre émission. Nous commencerons par le point scientifique sur les possibilités de vie extraterrestre par ceux dont c'est le travail quotidien. Et ensuite, nous consacrerons quelques minutes à la fin de l'émission à de nouvelles questions. À tout de suite. Alors sommes-nous seuls dans l'univers? C'est la question finalement qui sous-tend tout ce que nous avons dit depuis le début, sauf que maintenant nous allons quitter ce film, les aspects plus ou moins commerciaux compliqués de tout cela, pour parler avec nos invités. Donc Jacques Paul, je rappelle, vous êtes astrophysicien au CEA, à côté de vous Pascal Pic, vous êtes un spécialiste de l'évolution, paléoanthropologue, Jean-Claude Ribes, vous êtes astronome, et puis Patrick Baudry, bon, on ne vous présente plus, et j'ai des questions pour vous évidemment. On vous demande si au cours de vos séjours là-haut, vous avez
rencontré quelques extraterrestres. Et puis il y a aussi des questions tout à fait terre à terre et assez intelligentes qui nous sont arrivées au standard de l'émission, et de gens qui s'étonnent d'ailleurs que les extraterrestres se manifestent pas trop depuis Roswell en tout cas. Alors d'abord, Jacques-Paul, si les extraterrestres existent, nous demandent un certain nombre de correspondants, où vivent-ils et surtout comment ferait-on ou comment fait-on pour essayer de les mettre en évidence, de les découvrir? Et ça, je crois que c'est un travail, notamment au CEA, que vous effectuez. Absolument. Si les extraterrestres existent, ils habitent sans doute sur des planètes. C'est pas absolument nécessaire, mais enfin, on n'a pas trouvé encore quelque chose de mieux pour abriter la vie. D'ailleurs, ça a bien marché sur la nôtre. Alors maintenant, toute la question est de savoir comment peut-on découvrir des planètes. Et ça, c'est très difficile. Il faut bien se rendre compte que quand on essaye de rechercher une planète, on a à côté une étoile. Et une étoile, c'est très brillant. Une planète, ça l'est pas du tout. Donc, il faut disposer de moyens aptes à masquer la lumière de l'étoile et pour ainsi faire ressortir celle de la planète. Alors, une solution, bien sûr, c'est de chercher dans des types de rayonnement où ça, c'est possible. Et par exemple, les astronomes maintenant comptent beaucoup sur l'infrarouge pour essayer de détecter les planètes, parce que dans l'infrarouge, le Soleil est beaucoup moins brillant, tandis que la planète, elle, est non seulement aussi brillante, mais peut-être même encore plus brillante. Et vous avez mis d'ailleurs, je crois, une caméra au point au CEA qui est pas mal pour voilà, pour donc ça. Là, vous avez un document qui, lui, traite pas autant de commentaires que celui qu'on a vu tout à l'heure. Il a l'avantage d'ailleurs d'être reproductible. C'est une des bases de la science, essayer de reproduire quelque chose. Donc cette image d'un disque de poussière autour d'une étoile, n'importe qui peut la refaire en ce moment, à condition bien sûr de disposer d'une caméra infrarouge aussi perfectionnée. Et ça nous dit quoi, ça, ce document qu'on a vu? Alors, ce document, c'est un premier pas vers la façon dont on pourra, j'espère d'ici une vingtaine d'années, découvrir et observer les premières planètes. Il s'agit d'un disque de poussière qui entoure une étoile, un peu comme notre Soleil à nous est entouré d'étoiles. Et quand on regarde ce cliché, ce qui est très intéressant, c'est que le centre du disque est vide de poussière. Comme donc si vous cette pensez là poussière avait été balayée balayée en quelque sorte. Donc vous pensez qu'il y a des systèmes de planètes et il y aurait un quelque système chose qui est proche planétaire de qui chez aurait nous, donc en fait, balayé cette poussière, un peu comme dans notre propre système solaire. Les planètes intérieures ont balayé la poussière qui n'apparaît que sous la forme de ce qu'on appelle la lumière zodiacale. Alors ce qui est très intéressant dans ce que vous nous avez dit quand on a préparé l'émission, c'est que là, très récemment, il y a eu des découvertes scientifiques successives qui nous disent qu'il y a quand même pas loin, 40 années-lumière, ça fait quelques kilomètres, mais pas loin finalement des systèmes planétaires où pourraient se trouver des intelligences extraterrestres, ou en tout cas où on pourrait trouver la vie. En tout cas, si il y a des intelligences extraterrestres, elles sont sur des planètes. Les plus proches de chez nous sont les plus intéressantes parce qu'on pourra les étudier de près, voir si elles ressemblent à la Terre. Malheureusement, c'est pas tout de suite. Voilà, on en est pas sûr pour l'instant. On en est encore assez loin. Imaginez que le cliché que je vous ai montré représente un effort comme voir une luciole en plein soleil à 3 km. Pour vous montrer le contraste qu'il y a entre la lumière éclatante d'une étoile et la pauvre petite lumière d'une planète. Donc ça, c'est pas évident, effectivement. Alors, Jean-Claude Ribe, s'il y avait des extraterrestres, c'est une question qu'on nous pose, c'était l'autre partie de la question que je posais à Jacques-Paul, où seraient-ils? Vous avez une idée s'ils étaient chez nous, dans notre galaxie? Dans notre galaxie, oui, sûrement, puisque notre galaxie, c'est 150 milliards d'étoiles et c'est vraiment une grande banlieue. Ou alors plus près, alors mais plus près, sans doute. Bon, bien sûr, la première étoile se trouve à 4 années-lumière de nous, l'étoile la plus proche du Soleil, ce qui veut dire, pour des voyages avec des procédés, disons, civilisés, des dizaines d'années, probablement, de voyage. Donc, c'est très très loin un voyage. Mais alors, l'intérêt, c'est que, actuellement, on ne peut pas concevoir pour l'avenir proche d'aller se déplacer, d'aller voir des gens très loin. En revanche, s'ils sont intelligents, s'ils sont développés comme nous le sommes, c'est-à-dire qu'ils ont passé au moins notre stade où ils sont capables de communiquer par radio, par télévision, comme nous le faisons, à ce moment-là, nous pouvons recevoir des signaux. Et depuis maintenant 35 ans, il y a des programmes d'écoute systématiques faits par des astronomes. Il n'y a pas eu de résultat encore. Il n'y a pas encore eu de résultat. Enfin, parce que... vous, disons qu'avec les bases scientifiques que vous avez, on n'exclut pas la possibilité qu'il y ait dans certaines parties de notre univers proche. Non, je l'ai trouvé plus catégorique. J'ai lu dans un journal, je ne sais plus si c'était dans l'Info Matin, là, il y a quelques temps, des propos plus catégoriques. Oui, vous êtes plus prudent parce que vous êtes à la télé? Non, pas parce du que, tout, non. J'allais dire, quand vous dites on n'exclut pas, j'allais dire, je crois que le consensus scientifique, c'est qu'il est hautement probable qu'il y a de la vie abondamment dans l'univers.
Alors, il y a des discussions pour savoir quelle forme elle peut prendre, si l'évolution conduit obligatoirement, entre autres, à des formes comparables aux nôtres. Personnellement, je le pense, mais il y a sur le plateau des gens qui pensent je sais pas, différemment. Pascal Pic, par exemple, est-ce que la forme humanoïde bipède, excusez-moi de me prendre en exemple, est la forme la plus élaborée de, je ne vais pas dire de l'intelligence, mais de la vie intelligente? Je vous rassure, vous n'avez aucune chance d'apparaître dans ce genre de film. Donc vous êtes parfaitement bipède, comme nous tous ici. Alors ce qui est plus frappant, bien sûr, c'est que on a parlé des viscères, on a parlé de beaucoup de choses, mais il a des mains comme un singe, bon, un 6e doigt, mais ça, c'est pas une grande affaire, on l'a dit. Et le pied, on n'en parle pas, c'est un pied parfaitement bipède, avec une belle courbure, les épaules sont bien dégagées. Donc, si la vie s'est déroulée pour ce brave petit gars comme pour nous, on peut considérer que lui aussi a connu une forêt, que cette forêt s'est un peu éparpillée, qu'il a fallu être bipède. Bon, alors... Donc ça vous paraît un peu invraisemblable, disons, que de trouver quelque chose d'aussi proche que l'homme, hein, d'accord. Tout à fait. Je crois que depuis que... D'ailleurs, c'est intéressant. Les théories de l'évolution font le même chemin, en quelque sorte, que tout ce qui tient à la science-fiction. J'en parlais avec John Purdy tout à l'heure. Il y a une grande dynastie, les Huxley, dont Aldous Huxley, le meilleur des mondes, Wells pour la guerre des mondes, ou si la machine a remonté dans le temps. Ces gens-là connaissaient tous les évolutionnistes. Or, l'idée est très souvent que s'il y a évolution, il y a progrès, et s'il y a progrès, c'est vers nous. Si on repart dans l'autre sens, et c'est ce que disait M. Jacquard, en quelque sorte, vous vous rendez compte qu'il faut qu'il y ait une planète, on l'a dit, qu'elle se refroidisse, qu'elle ait presque tous les éléments de la table des éléments, ce qui est très rare, qu'il y ait 64 acides aminés, vous additionnez... Mais alors vous imaginez que la vie puisse prendre une forme totalement autre, qu'est-ce que vous imagineriez? Voilà, c'est ce que je voulais dire, vous accumulez tellement de probabilités qu'il y ait d'autres formes de vie ailleurs, ça je crois que... Personne ne met cela. Mais ça pourrait être très surprenant, quoi. Bon, une masse gélatineuse, un gros cerveau avec des tentacules, je le crois plus que ça. Voilà. D'accord. Patrick Baudry, avez-vous vu des extraterrestres ou des soucoupes volantes depuis la navette spatiale? Non, je vous rassure tout de suite, Jacques, ce n'est pas une extraterrestre que j'aurais rencontrée et que j'aurais beaucoup aimé. Bon, non, sérieusement, non, parce qu'on en parle beaucoup. Pour reprendre ce que l'on dit, quand même. Vous confirmez, pardonnez-moi, Patrick, pardonnez-moi. Effectivement, il y a beaucoup d'astronautes. Tous les astronautes américains, les autres, qui sont censés avoir dit qu'ils avaient vu quelque chose ou autre chose. Ceci est vrai, ainsi que pour les pilotes d'ailleurs, mais toutes ces choses sont des choses complètement naturelles, même si elles ne sont pas complètement expliquées. Donc il faut bien dissocier le phénomène d'extraterrestre, qui est une vie ailleurs, une vie intelligente, vraisemblablement plus intelligente que nous, si elle arrive jusqu'à nous, et le phénomène UFO, enfin objet non identifié, OVNI, qu'il a, est un objet que justement on n'arrive pas encore à identifier jusqu'au jour où on arrive à l'identifier. Et que vous déclassez, que vous mettez donc à part, mais en tout cas vous confirmez, vous n'avez jamais vu donc vous personnellement, ni aucun astronaute. Ni aucun astronaute, aucun astronaute. Nous sommes une grande famille, nous connaissons tous, nous avons parlé maintes et maintes fois de ce sujet, et hélas, personne d'entre nous, en tous les cas, n'a rencontré d'extraterrestre. Je dis hélas parce que je crois que c'est quand même, non pas le rêve, mais la conviction de chacun qu'une vie existe ailleurs, et notre curiosité naturelle aimerait bien avoir une réponse beaucoup plus perceptible à cette croyance ou à cette opinion. Alors écoutez, je vous remercie. En même temps, je suis très embêté que vous ayez parlé si peu, parce que dans notre esprit, il était normal de pouvoir clore, disons, tout ce débat en parlant, disons, plus sérieusement de l'avancée des sciences et de ce que les uns et les autres vous pensez de cela. Je pense que dans une prochaine émission, je me permettrai de vous demander de venir peut-être parler un peu plus longuement, parce que le standard et les fiches qu'on m'a confiées à l'instant montrent que ce sujet, en tout cas, a beaucoup passionné donc ce soir les téléspectateurs. Le dernier mot de cette émission, je voudrais le donner à Ray Santilli, qui a eu le courage aussi, sachant que de toute façon des équipes de télévision à travers le monde font tous l'enquête pour essayer de comprendre si oui ou non toute cette affaire-là est une réalité ou une escroquerie ou d'une autre nature. Est-ce que vous avez un mot à nous dire et à dire par notre intermédiaire aux téléspectateurs français, Ray Santilli, ce soir?
Je n'ai pas vraiment rien à ajouter. Il faut regarder le film, il faut étudier le film, et je pense que les gens ne devraient pas s'inquiéter au sujet de ce sujet des ovnis. C'est un film curieux. Je n'ai pas de réponse moi-même. Très bien, alors on en reste là pour ce soir, et si vous souhaitez nous montrer un jour une autre autopsie d'une autre créature, faites-le, mais amenez-nous quand même la pellicule originale ce jour-là. Je pense qu'on en parlera hors émission. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, merci donc à mes confrères anglais et britanniques, et je peux vous dire en tout cas que nos enquêtes, les uns et les autres, continuent, et que dès que nous aurons du nouveau, et nous y travaillons, eh bien, vous en serez les premiers avertis. Voilà, je vous dis bonsoir. Dans un instant, vous allez retrouver Christophe de Chavannes, puisque c'est comme un lundi ce soir. Merci d'avoir été fidèle à notre rendez-vous. Je vous donne rendez-vous dans un mois, et si vous souhaitez donc entrer en contact avec nous, vous allez nous écrire à l'adresse qui va apparaître maintenant sur votre écran. Bonsoir et à dans un mois.